Bonjour à tous, le but de cette vidéo c'est de vous présenter une série d'activités qu'il est possible de réaliser avec des élèves en classe et qui sont des expériences scientifiques autour du thème de l'air. Alors le niveau de l'activité c'est plutôt cycle 2, c'est-à-dire entre le CP et le CE2, même si on peut un petit peu adapter. Cette vidéo elle s'adresse avant tout aux enseignants, donc aux professeurs des écoles qui voudraient réaliser ces activités-là en classe. Et l'idée c'est de décrire à la fois les expériences, la démarche, le matériel, mais aussi de donner un certain nombre de clés scientifiques pour poser un petit peu le contexte, et puis donner un petit peu plus d'informations qui peuvent permettre de répondre à la fois aux questions que pourraient se poser les enseignants, et aussi éventuellement de répondre à des questions un petit peu plus compliquées que pourraient leur poser les élèves. Cette série d'activités, elle s'inscrit dans les principes pédagogiques qui sont ceux de la main à la pâte, c'est-à-dire l'apprentissage par les élèves de façon active, en utilisant l'expérimentation, l'observation et la démarche scientifique. J'aurai l'occasion de repréciser un certain nombre de ces points au cours de la vidéo. L'objectif des activités que je vais présenter dans cette vidéo, c'est la mise en évidence de l'air. Alors l'air, c'est un concept un petit peu difficile pour des enfants, puisque évidemment l'air est invisible, il est inodore, incolore, et donc c'est pas forcément évident de réaliser que l'air, ça n'est pas du rien, l'air c'est de la matière. Et c'est vraiment important dans la construction des concepts pour les enfants que dans le concept de matière, on réalise bien que l'air fait partie de la matière. Et donc que l'air possède un certain nombre des propriétés que possède la matière plus traditionnelle, comme la matière solide ou la matière liquide. Alors cette activité, elle commence par une expérience assez intrigante que vous pouvez réaliser devant les élèves ou que vous pouvez leur faire réaliser. Et pour ça, il vous faudra un grand récipient plein d'eau, donc ça peut être un grand saladier ou une bassine, un gobelet et un petit morceau de coton. Alors pour commencer, vous pouvez demander aux élèves ce que contient le gobelet. Donc là, il est vraisemblable que tout le monde vous réponde rien. Ensuite, vous placez le coton au fond du gobelet. Alors peut-être qu'il faudra le fixer avec un petit bout de scotch, mais sinon ça tient bien. Et vous commencez à appuyer le gobelet retourné à la surface de l'eau. Et là, vous allez expliquer aux élèves que vous allez appuyer sur le gobelet pour le mettre sous l'eau et vous pouvez déjà leur demander ce qu'ils pensent de cette expérience. Qu'est-ce qui va se passer quand on va appuyer le gobelet pour le mettre sous l'eau? Alors là, c'est intéressant, c'est évidemment de les laisser parler, de les laisser débattre éventuellement. Vous pouvez par exemple commencer par inscrire quelques réponses au tableau, les relancer. Voilà, il ne faut pas leur donner la réponse, il faut les amener à se questionner et à faire des hypothèses sur ce qui va se passer. Et puis ensuite, vous faites l'expérience. Vous enfoncez le gobelet, puis une fois que vous l'avez laissé un peu sous l'eau là complètement, vous pouvez le remonter, et là, vous leur montrez l'intérieur du gobelet. Et l'intérieur du gobelet, et le coton en particulier, sont parfaitement secs. Vous pouvez leur faire vérifier. Alors là, à ce stade, vous pouvez commencer à faire réagir les élèves pour leur demander, à leur avis, qu'est-ce qui s'est passé, comment ça se fait que le coton ressort sec. Donc vous pouvez les faire débattre un petit peu. Et une chose qui est très importante et qu'il va falloir refaire plusieurs fois au cours de l'activité, c'est de les faire dessiner un schéma de l'expérience, parce que c'est quelque chose d'assez fondamental dans la compréhension. Et donc voilà, vous pouvez déjà par groupe ou chaque élève individuellement sur un cahier, commencer à faire dessiner un schéma de l'expérience pour essayer de comprendre qu'est-ce qui s'est passé. Alors évidemment, suivant la classe dans laquelle vous faites l'expérience, que ce soit en CP, CE1 ou CE2, vous aurez des résultats un petit peu différents. Mais bon, il est vraisemblable que dans beaucoup de ces dessins, il n'y ait pas de ligne pour délimiter le niveau d'eau dans le verre. Et donc là, par exemple, il ne faut pas hésiter à les questionner un peu en les forçant, par exemple, à colorier l'eau dans la bassine et donc à se poser la question de savoir où est-ce que l'eau s'arrête dans le verre. Évidemment, il ne faut pas leur donner la réponse, mais si évidemment ils colorient complètement le verre d'eau, il faut leur faire remarquer que ça ne colle pas avec le fait que le coton était ressorti complètement sec. Et donc là, c'est le moment de les interroger un peu et de voir avec eux quel type d'expérience ils pourraient proposer pour essayer de comprendre où est le niveau d'eau dans le verre. Parce que donc là, l'idée, c'est d'avoir fait la première expérience avec un gobelet opaque, et donc il faut les amener peut-être à proposer qu'on pourrait refaire l'expérience avec un gobelet transparent. Évidemment, il ne faut pas leur suggérer, l'idéal, c'est de les amener à cette conclusion et qu'ils arrivent à cette conclusion eux-mêmes. Donc là, vous pouvez les mettre par petits groupes, donner à chaque groupe un récipient avec de l'eau, et puis quelque chose qui marche bien, c'est d'utiliser le fond d'une petite bouteille en plastique, coupée en deux comme ça. Et là, vous leur demandez de faire l'expérience. Alors ils peuvent faire l'expérience soit en mettant un coton au fond, on peut le scotcher, mais on peut aussi simplement faire l'expérience sans le coton et essayer de visualiser, de comprendre, d'observer où se trouve la délimitation entre l'eau et l'air dans le fond de la bouteille. Et là, il peut se passer plein de choses. Certains peuvent par exemple essayer d'aller voir avec leurs doigts ce qui se passe à l'interface entre l'eau et l'air sous la bouteille. Et donc, petit à petit, à force d'observation, ils vont arriver à l'idée que la ligne de délimitation entre l'eau et l'air, de façon un peu contre-intuitive, en fait, elle se situe au niveau du bas de la bouteille. Et là, c'est vraiment important de leur faire refaire le schéma, de le compléter,
sur la base de cette nouvelle observation. Donc, vous pouvez leur demander notamment de le légender hein, pour montrer où se trouve l'eau, où se trouve l'air, et surtout vraiment de les amener à se demander si on dessine rien dans la bouteille, qu'est-ce qu'il y a dans la bouteille quand elle est sous l'eau. Et peu à peu comme ça, les amener à dire que eh bien, cette bouteille, elle contient de l'air. Et là, c'est important de les mettre en rapport avec ce qu'ils avaient éventuellement pu répondre au tout début de la séance, quand on avait demandé qu'est-ce qu'il y avait dans le gobelet et que vraisemblablement la plupart vont répondre rien. En fait, non, le gobelet, il n'y a pas rien dedans, il y a de l'air. Ensuite, une autre expérience qu'on peut proposer, c'est de faire la même chose au départ, c'est-à-dire de prendre un gobelet ou un fond de bouteille en plastique, de le retourner, de le mettre sous l'eau, et puis leur demander, bon, là, cette bouteille, elle est remplie d'air, comment on pourrait faire pour qu'il y ait de l'eau qui arrive à l'intérieur? Donc certains vont peut-être proposer tout simplement de pencher le récipient, hein, et du coup on va voir des bulles s'échapper. Et là c'est pareil, c'est important de leur faire dessiner ça, de les amener progressivement à réaliser que les bulles, en fait, c'est de l'air. Alors ça paraît peut-être évident pour nous, hein, mais pour un jeune enfant, des bulles, ce sont des bulles. Il faut l'amener à réaliser que ce sont des bulles de matière, que cette matière, c'est l'air. Donc là pareil, c'est important de faire légender le schéma pour les amener à bien intégrer le fait que les bulles sont faites d'air, l'air qui était contenu dans la bouteille. Deuxième possibilité, il y en a peut-être qui vont proposer de faire un trou dans la bouteille. Donc ça, c'est quelque chose qu'on peut essayer de faire. Et on voit d'ailleurs que si on fait ça, il y a des bulles qui s'échappent. Hein, donc même phénomène en quelque sorte que l'expérience précédente. Une autre option, c'est d'utiliser l'autre côté de la bouteille en plastique. Donc là, ça peut être intéressant de laisser traîner l'autre côté de la bouteille en plastique, mais sans forcément les induire vers ça. Et quand on met l'autre côté de la bouteille en plastique, forcément ça marche, mais quand on enlève le bouchon, eh bien l'eau remonte dans la bouteille. Et là, évidemment, on voit qu'une fois qu'on a enlevé le bouchon, ou si on n'avait pas mis de bouchon du tout au départ, le niveau d'eau est le même que dans la bassine. Alors pour ceux qui vont faire l'expérience de cette manière, il faut toujours pareil, les amener à s'interroger au moment où on descend la bouteille ou alors au moment où on ouvre le bouchon, où est passé l'air qui était contenu dans la bouteille avant. Évidemment, la bonne réponse, c'est que l'air s'est échappé par le goulot de la bouteille hein, ou par le trou, et toujours pareil, c'est quelque chose qu'il faut leur faire dessiner pour bien comprendre ce qui se passe. À nouveau, là, vous pouvez les amener à s'interroger en essayant d'imaginer une expérience qui permettrait de mettre en évidence que, effectivement, l'air est sorti par là. Alors, il y a plusieurs variantes hein, pour essayer de faire ça. Une possibilité, c'est d'utiliser un ballon de baudruche. Quelque chose qui marche un petit peu mieux, c'est d'utiliser de l'eau savonneuse. Si vous mettez un petit peu d'eau savonneuse à la surface du bouchon, ça va former un petit film de savon, et quand vous allez enfoncer la bouteille, eh bien, la bulle va se gonfler, parce que l'air qui était contenu dans la bouteille va venir gonfler la bulle. Donc c'est une belle manière de mettre en évidence le fait que l'air ne disparaît pas, hein, l'air s'échappe et il est conservé. Bien, donc la conclusion de cette première série d'activités auxquelles les élèves doivent progressivement arriver, c'est que l'air, ça n'est pas du rien. L'air, c'est quelque chose, c'est de la matière, et c'est de la matière qui peut se déplacer, qui prend de la place, qui peut bouger, et qui se conserve. Une fois que vous en êtes là, vous pouvez commencer une deuxième série d'activités à partir d'une énigme qui est reliée. Cette fois, vous allez remplir dans la bassine un récipient, donc toujours pareil, ça peut être un gobelet ou bien un morceau de la bouteille. Vous le remplissez d'eau dans la bassine et ensuite vous le soulevez verticalement, mais sans l'amener jusqu'à la surface. Et là, ce que vous pouvez observer et leur faire observer, hein, c'est que l'eau reste dans le récipient. Elle est comme suspendue à l'intérieur, ce qui est évidemment un petit peu contre-intuitif. Toujours pareil, vous pouvez leur faire dessiner le schéma de l'expérience, même ce qui est intéressant, c'est d'essayer de leur faire dessiner avant de faire l'expérience et leur demander, à leur avis, qu'est-ce qui va se passer. Une fois qu'ils ont bien réalisé qu'effectivement dans la bouteille se trouve de l'eau, vous pouvez leur demander comment est-ce qu'on pourrait faire si on voulait mettre de l'air à la place. Alors toujours pareil, on peut faire un trou dans la bouteille pour que l'air puisse rentrer par ce trou. Une variante un petit peu plus intéressante, vous pouvez les amener sans leur donner la solution complètement à ça, c'est d'utiliser une paille. Et donc en soufflant, on peut arriver à mettre de l'air dans la bouteille. Donc là, toujours pareil, il faut vraiment leur faire schématiser ce qui se passe, quel est le chemin suivi par l'air. Une autre option qui est un petit peu plus subtile, mais qui est très intéressante, c'est de descendre un verre qu'on a retourné, donc qui est plein d'air sous l'eau, et puis ensuite de vider l'air dans le premier verre qui lui contenait de l'eau au départ. Donc on transvase les bulles de l'un à l'autre. Voilà, donc cette dernière expérience, c'est un petit peu le point culminant hein, pour montrer à quel point l'air, en fait, c'est vraiment de la matière. C'est-à-dire qu'on a vu que l'air, si on voulait mettre autre chose à la place, il fallait d'abord le chasser. Et là, on montre à l'inverse qu'on peut utiliser l'air pour déplacer autre chose. Ici, on déplace l'eau qui était dans le verre. Alors l'ensemble des activités qu'on a décrites ici vont probablement vous occuper plus qu'une séance. Il ne faut pas hésiter évidemment à couper en plusieurs morceaux et puis à essayer de capitaliser d'une fois sur l'autre, notamment en utilisant les cahiers d'expérience où les élèves auront pu faire leur schéma. Donc vous pouvez très facilement découper tout ça en probablement 2 séances, voire plus.
Vous pouvez aussi poursuivre la réflexion avec les élèves autour du fait que l'air est de la matière et qu'une des façons dont on le voit, c'est qu'on peut l'utiliser pour mettre des objets en mouvement. On peut mettre des objets en mouvement par exemple en les touchant ou avec un objet, mais on peut aussi mettre des objets en mouvement en utilisant de l'air. Donc il y a évidemment l'exemple du vent qui va par exemple faire tourner un moulin. On peut aussi faire bouger un ballon de baudruche simplement en soufflant dessus. Donc c'est un nouvel élément qui nous montre que l'air se comporte et possède un certain nombre de propriétés de la matière normale. Voilà, maintenant pour compléter cette présentation d'activités qui sont vraiment des choses que vous pouvez faire en classe avec les élèves, je voudrais donner quelques clés scientifiques qui permettent de compléter et de bien comprendre ce qui se passe dans les expériences qu'on vient de faire, parce que mine de rien, ça reste des expériences qui sont un petit peu contre-intuitives. Et donc vous pouvez vous amener à vous poser des questions sur certaines choses, et aussi vous pouvez être amené à devoir répondre à des questions de la part des élèves. Donc voilà, je voudrais donner quelques clés pour expliquer un peu la science qui se cache derrière. La première chose à rappeler quand on parle de matière, ça vous savez certainement, c'est que la matière existe principalement sous trois états, les solides, les liquides et les gaz. Donc dans le cas des solides, les atomes sont proches les uns des autres mais ils sont arrangés de façon régulière. Dans un liquide, ils sont également proches les uns des autres mais dans une structure désordonnée, ce qui leur permet en quelque sorte de glisser les uns sur les autres. Et enfin, dans un gaz, on a des molécules qui sont distantes les unes des autres. L'air qu'il y a autour de nous et qu'on respire est en fait un mélange de plusieurs gaz. On a environ 4/5 de diazote, c'est-à-dire des molécules formées de 2 atomes d'azote, et 1/5 de dioxygène, dont les molécules sont faites de 2 atomes d'oxygène. Dans l'atmosphère, on trouve d'autres gaz, mais en quantité très faible. Il y a par exemple de l'argon, du dioxyde de carbone, et puis quelques autres. Un point essentiel, c'est que les fluides, c'est-à-dire les liquides et les solides, possèdent une pression. Donc la pression, c'est quelque chose qu'on mesure en bar ou bien en pascal. Et donc par exemple, l'air autour de nous, l'air de l'atmosphère, a une pression qui est d'environ 1 bar, ce qui correspond à 100 000 pascal, on dit souvent 1000 hectopascales. Et c'est cette pression-là dont on parle notamment dans les bulletins météo par exemple. Donc la pression elle est autour de 1 bar, mais elle peut varier très légèrement suivant les conditions météorologiques. Cette pression elle est liée au fait que toutes les molécules qui composent l'air sont agitées et viennent censées taper à la surface de tous les objets, y compris nos corps, notre peau. Et cette pression est en fait liée à toute la quantité d'air qu'il y a au-dessus de nos têtes. En fait, l'atmosphère fait plusieurs dizaines de kilomètres et donc tout cet air pèse sur nous et c'est ça qui crée la pression. Et d'ailleurs, si vous montez en altitude, la pression sera plus faible parce qu'il y a moins d'air au-dessus de votre tête. Alors ça, c'est pour l'air, mais l'eau aussi a une pression. Si vous prenez un récipient d'eau, ou même un lac ou un océan, la pression juste en dessous de la surface est la même que la pression de l'air, c'est-à-dire à peu près 1 bar. Il y a un équilibre entre les deux. Mais si vous vous enfoncez sous l'eau, la pression va augmenter. C'est normal, vous rajoutez de l'eau au-dessus de vos têtes, et le poids de cette eau fait augmenter la pression. À 1 mètre sous l'eau, elle a augmenté d'environ 0,1 bar. Donc ça fait à peu près 1,1 bar. 1 bar dû à l'atmosphère, si vous voulez, et 0,1 bar dû à la hauteur d'eau. Et à 10 mètres sous l'eau, il y a 1 bar en plus dû à l'eau, donc au total 2 bars. Et c'est cette surpression qu'on peut d'ailleurs ressentir quand on descend sous l'eau en nageant, quand on fait de la plongée. Alors cette idée de pression, elle est vraiment importante parce qu'elle conditionne la manière dont l'air et l'eau vont interagir dans les expériences qu'on a faites. Dans la première expérience, j'ai l'air autour de moi, donc par exemple on va dire à 1 bar, et j'ai l'air qui est dans le gobelet, qui est aussi à 1 bar. Et puis j'ai la pression de l'eau qui est dans ma bassine. Juste sous la surface, la pression, elle est aussi de 1 bar, il y a un équilibre, on a dit. Quand j'enfonce mon gobelet, j'ai toujours 1 bar de pression d'air dans le gobelet. Puisqu'on a 1 bar dans le gobelet et 1 bar dans l'eau, l'équilibre demeure et donc la ligne d'eau reste où elle est. Elle n'a pas de raison de bouger et donc c'est pour ça que le gobelet reste vide ou plutôt plein d'air quand on descend. Sauf que si on regarde dans les détails, en fait c'est pas tout à fait correct ce que je vous dis là. On a dit que quand on s'enfonce sous l'eau, la pression augmente en fonction de la profondeur. Bon là, le bas de mon verre, il est disons à 10 cm sous l'eau. C'est-à-dire que la pression au niveau du bas du verre, ça va être 1 bar dû à l'atmosphère, plus ce petit supplément dû à ces 10 cm d'eau, qui n'est pas très grand, c'est autour de 0,01 bar. C'est pas énorme, mais ça suffit à provoquer un petit déséquilibre. Si on a 1 bar d'air dans le bol et 1,01 bar à cause de l'eau, l'eau va très légèrement pousser l'air. Elle va réduire son volume, le comprimer, et donc augmenter sa pression. Alors ce tout petit effet, il est presque pas visible dans l'expérience qu'on fait, puisqu'on descend à seulement 10 cm sous la surface, mais il serait beaucoup plus visible si au lieu de descendre à 10 cm, on descendait à 10 mètres. Si vous preniez le gobelet et que vous descendiez à 10 mètres en plongée, là la pression serait de 2 bars. Et donc pour équilibrer, l'air devrait se comprimer de moitié dans le verre. Donc vous verriez en gros la ligne de partage entre l'air et l'eau se situer à moitié du gobelet. Si je reviens donc à mon expérience avec mon gobelet ou ma bouteille,
J'ai donc une très légère surpression de l'air qui se trouve emprisonné dedans. Si maintenant je m'amuse à faire un trou, eh ben, l'air va vouloir s'échapper puisqu'il est sous une pression légèrement plus élevée que l'atmosphère. Et en fait, il va s'échapper jusqu'à ce que les pressions se rééquilibrent, c'est-à-dire que la ligne d'eau atteigne le niveau de la bassine. À ce moment-là, on retrouve un équilibre de 1 bar de chaque côté. Alors évidemment, cette notion de pression, elle va bien au-delà de ce qu'on a envie de faire avec des élèves de cycle 2, mais il me semblait important d'expliquer ces concepts parce que ce sont vraiment ceux qui se cachent derrière la manière dont l'air et l'eau interagissent, se mettent à bouger, et qui expliquent ces phénomènes un petit peu contre-intuitifs qu'on a dans les expériences. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. Si vous souhaitez mettre en place ces expériences, ces activités dans votre classe, ce qu'évidemment je vous incite à faire, vous trouverez dans la description des liens qui pointent vers les ressources pédagogiques de la main à la pâte et qui donnent des détails sur les protocoles expérimentaux, qu'est-ce qui peut se passer quand on fait réagir les élèves, etc. Si vous réalisez ces expériences avec votre classe, n'hésitez pas à nous raconter ça dans les commentaires de la vidéo, ça permettra à tout le monde d'y avoir accès, de voir qu'est-ce qui se déroule bien, qu'est-ce qui se déroule moins bien, et à force d'enrichir l'activité de l'expérience de tout le monde. Merci et à bientôt pour une nouvelle vidéo et de nouvelles activités.